Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, le collectif contre l'impunité a organisé ce vendredi une exposition de photos de personnes tuées ou disparues le 26 avril 1963 sous le régime de François Duvalier. Un devoir de mémoire pour marquer le 50e anniversaire des atrocités commises en ce jour par les milices de François Duvalier sous prétexte d'une tentative de kidnapping de son fils Jean-Claude Duvalier. Des dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées, rappelle Danielle Magloire, coordonnatrice du collectif. Pour sa part, l'historien Michel Soucard estime que François Duvalier était un malade mental qui utilisait ses sbires pour terroriser la population. Une époque, dit-il, marquée par la vassalisation systématique des institutions républicaines, notamment les syndicats, les églises, les forces armées par le pouvoir en place. Le député de Dame-Marie, à Cluj-Louis-Jeune, affirme avoir été attaqué et dépouillé ce jeudi par deux individus armés. La scène s'est déroulée non loin de la secrétairerie d'État à la sécurité publique. L'Agence dominicaine de contrôle des drogues a procédé mercredi à l'arrestation de Rodolphe Jarrard, un ressortissant haïtien qui était sous le coup d'un mandat d'amener émis par la justice américaine pour son implication présumée dans le narcotrafic. Fin ce vendredi à Port-au-Prince du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC, le président Michel Martelly a appelé à une coopération plus intelligente entre les pays membres de l'AEC pour attirer plus d'opportunités pour la région. Le chef de l'État haïtien a par ailleurs proposé la formation d'une unité d'intervention rapide dans les Caraïbes en cas de catastrophe naturelle, la promotion de la diversité culturelle à l'échelle de la Caraïbe et la valorisation des différentes formes d'expression. Dans l'actualité internationale, après Boston, les frères Tsarnaev voulaient frapper New York en plein cœur de Manhattan. Une révélation qu'aurait faite le suspect survivant Joe Carr sur son lit d'hôpital. Le maire Michael Bloomberg attire l'attention des autorités fédérales sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux zones à risque. Des dizaines d'ouvriers travaillant dans l'industrie du textile ont manifesté vendredi à Dhaka, au Bangladesh, pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail, 2 jours après l'effondrement d'un complexe de 8 étages où pas moins de 300 personnes ont été tuées. Dans l'actualité sportive, Miami n'est plus qu'à un pas de la qualification pour les demi-finales de la conférence des playoffs NBA après sa victoire jeudi à Milwaukee, alors que Chicago a pris l'avantage 2-1 face à Brooklyn grâce à un court succès à domicile 79-76. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants ont une chance d'entraîner équipe sportive télé. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. La possibilité de but, la frappe et goal. Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente.
Chef, bienvenue dans le développement du journal. Le collectif contre l'impunité a organisé ce vendredi une exposition d'une trentaine de photos de personnes tuées ou disparues le 26 avril 1963 sous le régime de François Duvalier. Un devoir de mémoire pour marquer le 50e anniversaire des atrocités commises en ce jour par les milices de Papadoc qui avaient, sous prétexte d'une tentative d'enlèvement de son fils Jean-Claude Duvalier, abattu froidement des dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants, rappelle Danielle Magloire, coordonnatrice du collectif. Le régime des Duvalier a commis des crimes contre l'humanité qu'on ne devrait jamais oublier, a-t-elle indiqué. Je voudrais juste rappeler que l'ensemble des événements que nous commémorons aujourd'hui font partie de la catégorie de ce qu'on appelle des crimes contre l'humanité. N'en déplaise aux défenseurs et supporters de Jean-Claude Duvalier, les crimes contre l'humanité concernent parfaitement les Haïtiens. Si nous ne faisons pas partie de l'humanité, que sommes-nous? Par crime contre l'humanité, on entend un ensemble de violations de droits humains systématiquement organisés et visant une population civile. Rappelez quand même qu'il y a eu continuité absolue de régime entre François Duvalier et Jean-Claude Duvalier. Rien que pour l'illustrer, je signalerai que les centaines de personnes qui ont été incarcérées à Fort-Dimanche sous François Duvalier, les survivants en mer sont encore restés en prison quand Jean-Claude Duvalier a accédé au pouvoir en avril 1971. Nous avons notamment des groupes de paysans, donc des gens qui n'ont pas une notoriété publique, qui ont croupi dans les géoles de Fort-Dimanche. Il y en a qui étaient là depuis 1967. Il y a eu la vague de répression de 1969. Et ces gens-là ont été en prison, il y en a, jusqu'à l'amnistie présidentielle de 1977, et il y en a d'autres qui ne sont sortis qu'après le 7 février 1986. Donc c'est dire comment cette continuité était là, puisque ce qu'on essaye de nous vendre là pour essayer de redorer le blason du duvalierisme, il était jeune, il ne savait pas, ou bien que c'était moins cruel. C'était peut-être moins apparent, mais je tiens à signaler que toutes les personnes qui sont tombées, tous ces gens-là, eh bien, avaient le même âge que Jean-Claude Duvalier, sauf qu'ils avaient choisi un engagement pour la justice et la liberté dans ce pays. Pour sa part, l'historien haïtien Michel Soucar estime que François Duvalier était un malade mental qui utilisait ses sbires, communément appelés tonton Macoute, pour terroriser la population. Une époque, dit-il, marquée par la vassalisation systématique des institutions républicaines, notamment les syndicats, les forces armées et même l'Église par le pouvoir en place. Le monsieur Duvalier, il se peut contrôler l'armée avec Kibo. Quel a été le premier acte? Le premier acte, c'est l'élimination de Fiolet. La machine populaire que Fiolet était gagnée, ou le compresseur sous Belay, la Coumousin, la Coufoumi, la Coubria, tout le bagage, ça, ils ont été calmés. C'est pour ça que tu mets Fiolet président provisoire, pour faire l'entrée. Mais pour nous faire des manger, il faut te craser dans la machine. Donc, le coup d'État contre Fiolet, qui a eu lieu dans le sang, il y a des milliers de monde qui mourent sur ça, parce que maintenant, j'en pile, monde tout le domaine, ça, tout d'accord sur ça, n'est qui t'a avec Kebo même, qui dit, n'est qui pas mourir en l'air, il y a le film mourir à terre, c'est-à-dire en bataille, il y a tout vivant. C'est une répression, justement, pour nous donner des garanties à la grande bourgeoisie locale et à l'hyper-bourgeoisie internationale. C'est une répression qui ne s'est jamais arrêtée pendant tout le régime. La classe ouvrière, les paysans, travailleurs, je ne parle pas des grands propriétaires feudataires, ils ont été ciblés comme les premiers ennemis du régime duvalieriste. Ces gens-là ont été systématiquement combattus, abattus par le régime pendant ces 22 ans. Ce n'est pas de doute. Les syndicats ont été noyautés, démantelés, les syndicalistes emprisonnés, massacrés, exilés. Tous les syndicats qui ont existé sous le Duvalier, c'est des syndicats jaunes. C'est des syndicats acquis à Duvalier et tous étaient macoutisés. Que vous prenez le syndicat des débardeurs avec Darius Benoît, que vous prenez le syndicat des chauffeurs de guide,
c'était uniquement des tontons macoutes. Il était habité par 3 maladies graves. La mégalomanie, la paranoïa et la folie homicide. Son grande façon que le connaît pour le résoudre une contradiction, tout même avec elle, c'est tuer pour tuer. Moins de bagages, il est suspect. Depuis le suspect, il faut mourir. Parce que son obstacle à sa grandeur, la mégalomanie. Le personnage, c'est ça. C'est pas affaire de 63 ou non. Non. Ça veut dire que depuis longtemps, M. Sekonsal posait problème. Non. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains met l'accent sur l'importance du devoir de mémoire en Haïti, un pays gangréné, dit-il, par l'impunité. Si Antonal Mortimer qualifie de pas important le fait que l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier ait été contraint de faire face à ses victimes devant le tribunal, et il critique la lenteur de l'audition des plaignants. Les événements de la journée macabre du 26 avril 1963 prouvent à quel point le régime des Duvalier était cruel. Même les enfants n'étaient pas épargnés par cette vague de répression, indique le responsable de l'organisation de défenseurs de droits des opprimés, Patrick Florvillus. Le député de Dame-Marie à Cloche-Louis-Jeune affirme avoir été attaqué et dépouillé ce jeudi par 2 individus armés. La scène s'est déroulée non loin de la secrétairerie d'État à la sécurité publique. Autre point de l'actualité, l'Agence dominicaine de contrôle des drogues a procédé mercredi à l'arrestation de Rodolphe Diar,
un ressortissant haïtien qui était sous le coup d'un mandat d'amener émis par la justice américaine pour son implication présumée dans le narcotrafic. Rudolph Jara résidait dans une suite d'un hôtel de luxe en République dominicaine. Il a été appréhendé après avoir reçu une copie du mandat émis par un tribunal américain. Il devrait être rapatrié en Haïti pour être extradé vers les États-Unis, selon les journaux dominicains. Rudolph Jara avait en sa possession 62 600 pesos, 327 $ américains, ainsi que des passeports et des cartes de crédit de différents pays, dont Haïti, États-Unis et République dominicaine, au moment de son arrestation. Tout à fait autre chose. Fin ce vendredi à Port-au-Prince du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC. Le Premier ministre Laurent Lamotte se décerne un satisfait pour le déroulement des assises. Le chef du gouvernement haïtien dit voir en cet événement une opportunité pour projeter une image positive du pays sur la scène internationale. Les différents chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part au sommet ont également eu l'occasion de visiter le pays pour mieux le connaître, fait savoir Laurent Lamotte. Il ne fait aucun doute, le pays va grandement bénéficier du sommet de l'AEC qui vient d'organiser avec succès, dit le patron de la primature, Laurent Lamotte. Donc nous montrons que pas rien là que nous pas de café. Donc nous mettons tout effort, nous mettons toute énergie possible pour que le sommet jusqu'à présent très bien passé. Demain nous avons plusieurs chefs d'État qui viennent et nous souhaitons que, encore une fois, nouveau Haïti ça, un Haïti qui n'a pas de connaissance d'exister. Nous parlons de l'île à Vache, nous parlons de Jacmel, nous parlons de la Gonave, nous parlons de la Tortue, nous parlons de Côte de Fer, nous parlons de tout ça nous vient qui bon. Nous parlons de projets que nous avons fait dans le monde Cabrit, côté que nous avons construit 3 000 logements, 1 500 qui nous avons inauguré le 16 000. Nous menons au place bois pour montrer qui ça a fait, nous montrer nous menons dans chaîne masse. Nous passons jalousie avec eux. Aujourd'hui, nous font tour avec le vice-président Venezuela qui a encore renouvelé l'engagement pour supporter Haïti à 100% dans toute bagaille. Donc là, le 4, et le 4 est invité le ministre touriste là, parce que Venezuela a tout intéressé, engagé dans le projet de développement touristique du pays. Donc c'est des signes positifs. Encore une fois, si vous regardez bien, de côté de sortie, à côté de nous aujourd'hui, nous croyons que par une discussion, le pays a avancé. Jeudi soir, le gouvernement haïtien a organisé un gala en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe. L'occasion pour le président Michel Martelly d'appeler à une coopération plus intelligente entre les pays membres de l'AEC et la mise en relation des atouts de ses membres pour attirer plus d'opportunités pour la région. Laissez-moi vous dire combien mon adorable épouse, Sophia, et moi, sommes heureux ce soir de vous ouvrir les portes de notre chez nous, les portes d'Haïti, et de vous y souhaiter la plus chaleureuse bienvenue. Bienvenue, welcome, welcome, bienvenido, bon bini, boas vindas. Notre grande Caraïbe, au cœur des deux Amériques, reste la jonction du Nord réputé riche et du Sud émergent. La jonction culturelle, la jonction linguistique, la jonction politique et idéologique. Un vrai carrefour, j'allais dire, un passage obligé qui, si nous coopérons intelligemment, nous permettra d'en tirer tous les avantages, en commençant par les avantages économiques. Si la Grande Caraïbe, disais-je, toute plurielle qu'elle est, sait transcender ce qui dérange pour aller vers une réelle intégration régionale, si la Grande Caraïbe, ô combien pimpante, en pimpant, continue de s'ouvrir sans exclusive pour devenir un jour ce bloc qui parlera d'une même voix si elle a conscience qu'unie, elle constitue un formidable marché
jeune, vibrant, dynamique, intelligent et varié. Si elle nous offre, comme ce soir, d'autres opportunités de nous parler, de nous écouter, de nous rapprocher, alors seulement, tout en restant lucide et pragmatique, nous pourrons faire de nos atouts séparés cette conjonction, cette consolidation d'opportunités diverses et complémentaires. Lors de son intervention ce vendredi, le président Michel Martelly a proposé la formation d'une unité d'intervention rapide dans les Caraïbes en cas de catastrophe naturelle, le rapprochement de la périodicité des sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC, la réalisation des sommets AEC chaque 2 ans, la promotion de la diversité culturelle à l'échelle de la Caraïbe, la valorisation des différentes formes d'expression. Le président de la Chambre des députés et le président du Sénat qui ont assisté au gala des chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe déplorent la mise à l'écart des autres pouvoirs, notamment le législatif, dans l'organisation de l'événement. Néanmoins, Jean-Tolbert Alexis et Dieuseul Simon Dera disent croire que l'organisation à Port-au-Prince du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC prouve que le pays est ouvert et dispose d'une capacité d'organisation. Le président et le vice-président de l'Assemblée nationale rappellent que le sommet ne devrait pas être uniquement l'affaire de l'exécutif. Le pays doit prendre l'habitude d'organiser ce genre d'événement. Le pays est beaucoup plus ouvert. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Très, très bonne chose. Il y a certaines critiques pour faire connaître que l'argent qui est dépensé pour organiser ce sommet, ça peut-être, en termes de retombées, qui sort le sommet, ça capable de porter pour Haïti. Moi, je pense que c'est son bon bagage pour je me dis, parce que lui montrer que le pays est ouvert, lui montrer que nous pouvons organiser des événements, son test lié en matière de sécurité, son test lié en matière d'organisation. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais. Il faut quand même un coup. Et par contre, quoi, s'il y a estimé que l'y élevé, c'est peut-être, je ne peux pas me prononcer, mais je pense que en termes de ça, en termes d'événements, il n'est pas mauvais pour le pays. Ce exécutif-là, il y a juste une invitation pour nous être capable de participer dans le gala des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Nous-mêmes, nous juste venus pour nous représenter l'institution pour voir que nous la donnons. C'est seulement ça nous l'avons pour faire. Est-ce que d'après vous-même, ça constitue un inconvénient? Bien sûr, parce qu'on aurait dû impliquer davantage le Parlement. Ceci n'a pas été fait. Moi-même, acte de ça. Même seulement fini pour me présenter le Parlement, moi-même, à président d'ERA. L'initiative pour l'organiser en Haïti, c'est très bien. Mais dans le fond, pas vraiment bon qui ça va passer la donne, qui ça l'a fait, sinon nous lisons dans le journal ou nous regardons la télévision, ou bien dans la radio, qui a parlé de nous. Mais le Parlement n'est pas vraiment impliqué. Est-ce que ça constitue un problème? Il n'est pas constitué un problème, mais je pense que c'est dans tout l'autre pays. Et si on participe dans de grandes conférences internationales, dans de grandes conventions internationales, nous toujours une importance c'est l'exécutif parlement, les font bagaille, pour montrer qu'il y a un système fonctionnel là, il n'y a pas un seul système de pouvoir, il y a plusieurs pouvoirs publics, de toujours faire geste même pour pas me permettre d'étranger à l'état situation nous et comment gagner conflit, il faut toujours faire ça pour faire mettre tout le monde ensemble. Donc malheureusement c'est comme ça le passer ici. Mais seulement en Haïti il a passé comme ça. Nous sommes à la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le collectif contre l'impunité a organisé ce vendredi une exposition de photos de personnes tuées ou disparues le 26 avril 1963 sous le régime de François Duvalier. Un devoir de mémoire pour marquer le 50e anniversaire des atrocités commises en ce jour par les milices de François Duvalier sous prétexte d'une tentative de kidnapping de son fils Jean-Claude Duvalier. Des dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées, rappelle Danielle Magloire, coordonnatrice du collectif. Pour sa part, l'historien haïtien Michel Soukar estime que François Duvalier était un malade mental qui utilisait ses sbires pour terroriser la population. Une époque, dit-il, marquée par la vassalisation systématique des institutions républicaines, notamment les syndicats, les forces armées et même l'Église par le pouvoir en place. Le député de Dame-Marie à Cluj-Louis-Jeune affirme avoir été attaqué et dépouillé ce jeudi
par 2 individus armés. La scène s'est déroulée non loin de la Secrétairerie d'État à la sécurité publique. L'Agence dominicaine de contrôle des drogues a procédé mercredi à l'arrestation de Rudolph Jarre, un ressortissant haïtien qui était sous le coup de mandat d'amener émis par la justice américaine pour son implication présumée dans le narcotrafic. Dans la fin ce vendredi à Port-au-Prince du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC, le président Michel Martelly a appelé à une coopération plus intelligente entre les pays membres de l'AEC pour attirer plus d'investissements et d'opportunités pour la région. Le chef de l'État haïtien a par ailleurs proposé la formation d'une unité d'intervention rapide dans les Caraïbes en cas de catastrophe naturelle, la promotion de la diversité culturelle à l'échelle de la Caraïbe et la valorisation de différentes formes d'expression. De l'actualité internationale, après Boston, les frères Tsarnaev voulaient frapper New York en plein cœur de Manhattan. Une révélation qu'aurait faite le suspect survivant Joe Carr sur son lit d'hôpital. Le maire Michael Bloomberg attire l'attention des autorités fédérales sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux zones à risque. Des dizaines d'ouvriers travaillant dans l'industrie du textile ont manifesté ce vendredi à Dhaka, au Bangladesh, pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail, 2 jours après l'effondrement d'un complexe de 8 étages où pas moins de 300 personnes ont été tuées. Et dans l'actualité sportive, Miami n'est plus qu'à un pas de la qualification pour les demi-finales de conférence des playoffs NBA après sa victoire jeudi à Milwaukee, alors que Chicago a pris l'avantage 2-1 face à Brooklyn grâce à un court succès à domicile, 79-76. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end et bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.